Quand la jeune blogueuse d'aventure partit explorer les canaux cachés des Everglades de Floride, sa caméra tournait, mais elle n'est jamais revenue au rivage. 12 mois de recherche désespérées n'ont rien donné, comme si le marécage l'avait avalée tout entière, jusqu'à ce qu'un pêcheur de crabes usé par les intempéries remonte son piège des eaux, où les courants des Everglades rencontrent le golfe ouvert, et trouve des preuves qui orienteraient les enquêteurs vers une possibilité horrifiante. Earl Tompkins travaillait ses eaux au large de la côte du golfe de Floride depuis 37 ans, et ses mains usées bouguaient avec une efficacité pratiquée, alors qu'il accrochait la ligne de bouée. Le soleil du matin flamboyait au-dessus, transformant la surface de l'océan en une feuille d'or martelée. Son moteur, disait-elle, tout sautait régulièrement, alors que le treuil gémissait en s'anime, remontant le piège à crabes bleus de 40 pieds de profondeur. Un lourd aujourd'hui, marmonna-t-il, plissant les yeux contre l'éblouissement. Un bon poids signifiait généralement une bonne prise. Et avec les prix du crabe en hausse cette saison, chaque livre comptait. Le piège brisa la surface dans une cascade d'eau de mer, et Earl pouvait voir les nageurs bleus s'agiter à l'intérieur, leurs pinces levées, en défense futile. Mais quelque chose d'autre attira son œil. Un éclair de rose parmi les bruns et les bleus. Il fit pivoter le piège au-dessus de la table de tri et ouvrit la porte, les crabes se déversant en une masse cliquetante. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Earl tendit la main au-delà des crustacés agités et sortit un téléphone dans un étui rose gorgé d'eau. Des algues et des bernacles avaient commencé à coloniser la surface, et du varech séché s'enroulait autour d'un coin. L'appareil était clairement un iPhone, bien que l'écran soit noir et sans vie après, qui sait combien de temps sous l'eau. Il le retourna dans sa paume calleuse, téléphone de jeune femme à en juger par l'apparence. Ces choses apparaissaient parfois. Des touristes les laissant tomber des bateaux, des enfants les perdant à la plage. Mais celui-ci était là depuis un moment, à en juger par la croissance marine. Le piège avait trempé pendant 2 semaines en eau libre, à environ 6 milles du rivage. Earl mit le téléphone de côté et finit de trier sa prise. Mais son esprit revenait sans cesse à l'appareil. Quelque chose dans le fait de trouver des objets personnels le troublait toujours. L'océan avait une façon de garder des secrets, jusqu'à ce qu'il décide de les révéler. Il avait trouvé beaucoup de choses au fil des ans. Des montres, des lunettes de soleil, du matériel de pêche. Une fois même une alliance qu'il avait remise à la garde côtière. Au moment où il atteignait le quai de la Marina Goodland, Earl avait décidé. Il l'apporterait au bureau du shérif. Qu'il décide de quoi en faire. Debout, au comptoir d'épreuves, 1 heure plus tard, Earl remit le téléphone couvert de bernacles en pensant que c'était juste un autre déchet de l'océan. Il ne pouvait pas savoir que l'appareil gorgé d'eau allait bientôt briser 1 an de silence. Grant Westphal examinait des plans architecturaux dans son bureau à domicile quand son téléphone sonna. L'identification de la plane montrait le bureau du shérif du comté de Collier, et sa main hésita au-dessus de l'appareil. Les appels aléatoires des forces de l'ordre n'apportaient en jamais de bonnes nouvelles. Monsieur Westphal, c'est le détective Patricia Chen, du bureau du shérif du comté de Collier. Êtes-vous le père de Kira Westphal? Les plans sur son bureau se brouillèrent. La gorge de Grant se serra. Oui, je suis son père. Il s'est passé quelque chose? Monsieur Westphal, nous avons récupéré des biens qui pourraient être à appartenir à votre fille. Pourriez-vous venir à nos bureaux cet après-midi? Des biens? Quel genre de biens? Grant était déjà debout, attrapant ses clés. Un téléphone portable a été trouvé par un pêcheur commercial. Le numéro de série correspond à l'appareil enregistré au nom de votre fille.
Je crois comprendre qu'elle a disparu depuis environ 1 an. Les jambes de Grant firent un cédé. Il agrippa le bord de son bureau. Oui, elle a disparu dans les Everglades. Vous avez trouvé son téléphone. Ou, je préférerais discuter des détails en personne, Monsieur Westphal. Pouvez-vous venir? J'arrive. Les 20 minutes de trajet jusqu'au bureau du shérif semblèrent durer des heures. L'esprit de Grant s'emballait avec des possibilités, chacune plus angoissantes que la précédente. Le téléphone de Kira, après 1 an de rien, aucune piste, aucune observation, aucune empreinte numérique. Soudain, son téléphone refait surface. Ses mains tremblaient sur le volant. À l'intérieur du bureau du shérif, le détective Chen le conduisit dans une petite salle de conférence. Sur la table se trouvait un sac de preuves, contenant un étui de téléphone rose couvert de croissance marine. Grant le reconnut immédiatement. Il avait acheté cet étui pour Kira il y a 2 Noëls. Elle avait ri du design rose pailleté, mais l'avait utilisé quand même, parce que papa l'avait choisi. « Est-ce le téléphone de votre fille ?» demanda doucement le détective Chen. Grant hocha la tête, incapable de parler. « Monsieur Westphal, le téléphone allait être récupéré dans un piège à crabes, à environ 8 miles au large, dans environ 40 pieds d'eau. Notre équipe technique a pu extraire certaines données, malgré les dégâts causés par l'eau. Il y a des vidéos ici du jour où votre fille a disparu. » Elle tourna un ordinateur portable vers lui. « Ce sont les derniers enregistrements. Je dois vous prévenir, ils peuvent être difficiles à regarder. » Grant vit le visage de sa fille remplir l'écran, vivante et vibrante. Elle était dans son kayak, ses cheveux blonds accrochant le soleil de fin d'après-midi, sa voix brillante d'excitation alors qu'elle narrait pour son vlog. « Salut, chercheur d'aventure. Je suis ici dans ce canal incroyable de l'arrière-pays dont certains locaux du magasin d'appât m'ont parlé. Ils ont dit que c'est là que les gros tarpons se cachent, complètement épargnés par le trafic touristique. Vous pouvez croire cet endroit. » L'euro d'attache indiquait 16h47, moins d'1 heure avant qu'elle ne soit censée retrouver Jenna au point de lancement. Grant regarda sa fille pagailler à travers la voie navigable bordée de mangroves, sa caméra capturant la nature sauvage vierge. Elle était seule, comme Jenna l'avait dit à la police. Sa meilleure amie était partie tôt pour un dîner de famille. Mais Kira voulait obtenir plus de séquences pour sa chaîne YouTube. Les données GPS montrent cet emplacement. Le détective Chen pointa vers une carte, indiquant une zone reculée au cœur des 10 000 îles. La dernière position enregistrée du téléphone avant qu'il ne s'éteigne. Nos unités de patrouille marine disent que les courants de cette zone pourraient potentiellement transporter des débris vers l'eau libre au fil du temps. Grant fixa les coordonnées de la carte, les mémorisant. 1 an de recherche, d'embauche d'enquêteurs privés, de nuit blanche, et maintenant en ça. La dernière position connue de sa fille, précise à quelques pieds près. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Grant, la voix rauque. « Nous allons coordonner avec la patrouille marine pour fouiller à nouveau la zone, bien qu'après tout ce temps, Chen laissa sa phrase en suspens. Nous allons également faire du porte-à-porte, dans les marinas et les rampes de mise à l'eau, voir si quelqu'un se souvient de quelque chose de ce jour-là. » À ce moment, un officier en uniforme frappa et entra. Grant remarqua l'insigne de la patrouille marine sur son uniforme. « Détective, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit l'officier Troy Chins. « Je patrouille régulièrement ces eaux. Si vous prévoyez de faire du porte-à-porte dans les marinas, je serai heureux d'aider. Je connais la plupart des capitaines de charter et des locaux là-bas. » Le détective Chen hocha la tête avec reconnaissance. « Ce serait utile, officier Hutchins. Monsieur Westphal, aimeriez-vous participer au porte-à-porte? Parfois, la présence d'un membre de la famille aide à rafraîchir la mémoire des gens. » Grant se leva immédiatement.
Oui, absolument. Quand commençons-nous? L'officier Hutchins vérifia sa montre. Je peux emmener Monsieur Westphal à la Marina Chokoloski maintenant, si vous voulez. C'est le point de lancement le plus proche de l'endroit où sa fille le filmait. La plupart des bateaux se dirigeant vers cette zone de l'arrière-pays partirent de là. Alors que Grant suivait l'officier Hutchins sort du bâtiment, il serait une impression des coordonnées GPS. Sa fille avait été dans ce canal reculé, excitée par un spot de pêche secret que les locaux avaient de mentionner. Puis, plus rien, son téléphone finissant d'une manière ou d'une autre dans 40 pieds d'eau océanique à 8 miles du rivage. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais pour la première fois en un an, il avait une piste, un endroit où recommençait à chercher. Il ne la gaspillerait pas. Grant était assis dans le véhicule de la patrouille marine de l'officier Hutchins, alors qu'il roulait vers le sud, sur la route 29, vers Chokoloski. Les mangroves se pressaient près de la route étroite, et la chaleur de l'après-midi scintillait sur l'asphalte. Il continuait à repasser la dernière vidéo de Kira dans son esprit. Son excitation à propos du spot de pêche secret, la façon dont elle avait souri à la caméra. « J'apprécie que vous preniez le temps de faire ça », dit Grant, brisant le silence. Hutchins jeta un coup d'œil avec ce qui semblait être une sympathie sincère. « Pas de problème du tout, j'ai une fille de moi-même à peu près l'âge de votre fille. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé cette dernière année. » Ils se garèrent à la marina à Chokoloski, où des bateaux de pêche usés par les intempérites se balançaient à côté de bateaux de plaisance plus récents. L'odeur du carburant diesel et de l'eau salée emplissait l'air. Grant remarqua comment plusieurs capitaines de bateaux hochaient respectueusement la tête vers l'officier Hutchins, alors qu'ils marchaient sur le quai. « Laissez-moi vous montrer quelque chose, » dit Hutchins, sortant son téléphone. Il fit apparaître une carte marine de la région. C'est là que le téléphone de votre fille s'a montré sa dernière position. C'est une zone délicate, beaucoup de canaux qui se ressemblent tutus, facile de se perdre. Les locaux l'appellent le labyrinthe. Grant étudia l'écran, le comparant à son impression. Le détective a dit quelque chose à propos des courants transportant le téléphone vers la mer. « C'est possible, » dit Hutchins, bien que son ton suggère du scepticisme. « Mais oui, Miles, c'est loin. Plus probablement, le téléphone a été déplacé par autre chose, peut-être pris dans le sillage d'une hélice de bateau ou emmêlé dans du matériel de pêche. Ces gars commerciaux traînent des filets et des lignes partout dans ces eaux, d'Asco. » Ils s'arrêtèrent pour interroger plusieurs capitaines de charter, mais la plupart prétendaient ne pas avoir opéré dans cette zone il y a un an. L'un mentionna que les canaux de l'arrière-pays étaient principalement utilisés par des locaux qui connaissaient ces eaux pas par des opérations commerciales. Grant sentit sa frustration monter à chaque impasse. Puis Hutchins s'arrêta brusquement, protégeant ses yeux du soleil. « Eh bien, je serai damné, Wade Corbin. » Un homme au début de la cinquantaine leva les yeux de là où il travaillait sur le moteur d'un bateau, tanné par le soleil et maigre avec des tatouages délavés couvrant ses avant-bras. Il essuya ses mains sur un chiffon en s'approchant. Grant remarqua le nom du bateau peint sur la poupe. « Deuxième chance. »« Troy, » dit Corbin avec un sourire facile. « Je ne m'attendais pas à voir la patrouille marine ici un dimanche. »« Je suis en fait ici pour une autre affaire, » dit Hutchins, faisant un geste vers Grant. « Wade, voici Grant Westphal. Sa fille a disparu dans l'arrière-pays, il y a environ un an. Grant, Wade, ici, est l'un des capitaines les plus expérimentés travaillant ces eaux. Il pêche les 10 000 îles depuis quoi, 20 ans? 23, corrigea Corbin. Il tendit une main tachée de graisse à Grant. Désolé d'entendre parler de votre fille, mais monsieur, ces eaux peuvent être impitoyables. Hutchins sortit à nouveau son téléphone. Wade, jette un œil à ses coordonnées. Ça te dit quelque chose? Corbin étudia l'écran, frontant les sourcils.
C'est loin dans le labyrinthe. Endroit délicat, bonne pêche si vous pouvez le trouver. Mais la plupart des gens ne s'aventurent pleinement que pas si loin. Il regarde à Grant avec ce qui semblait être une curiosité sincère. « Votre fille était pêcheuse, une blogueuse, » dit Grant. Elle tenait une chaîne YouTube sur les aventures en plein air en Floride. Quelqu'un dans un magasin d'AP lui a parlé d'un endroit où se cachent dans les gros tarpons. Ah, Corbin hocha la tête en connaissance de cause. Ouais, les anciens partagent parfois ces spots secrets avec les jolies filles. Essayant de les impressionner, vous savez, il fit une pause semblant considérer quelque chose. Vous avez dit que son téléphone vient de refaire surface. Grant expliqua la découverte du pêcheur de crabes. Alors qu'il parlait, il remarqua Corbin échanger un rapide regard avec Hutchins, bien qu'il ne puisse pas en lire la signification. « À 8 milles au large, dans un piège à crabes », répéta lentement Corbin. « C'est quelque chose. Vous savez, les courants dans ces canaux sont étranges. Les marais de printemps surtout. J'ai vu des trucs être aspirés de l'arrière-pays et finir dans le golfe. J'ai trouvé une paquette de kayaks une fois, à 15 miles de l'endroit où le propriétaire l'avait perdu. »« C'est ce que vous pensez qu'il s'est passé ?» demanda Grant avec empressement. « Le téléphone a été emporté par les courants ?» Corbin haussa les épaules. « C'est la seule chose qui a du sens. À moins que... » Il s'interrompit, secouant la tête. « À moins que quoi ?»« Rien. Je réfléchissais juste à voix haute. » Corbin semblait prendre une décision. « Écoutez, monsieur Westphal, je compatis avec vous vraiment. Que diriez-vous de ça? Je ne suis pas réservé demain matin. Pourquoi ne pas vous emmener là-bas? Nous pouvons retracer ces eaux. Peut-être chercher des zones que les équipes officielles auraient pu manquer. » Le cœur de Grant bondit. « Vous feriez ça? Bien sûr, je connais ces canaux comme ma poche. Peut-être que nous repérons quelque chose que tout le monde a négligé. » Corbin, jetez un coup d'œil à Hutchins, c'est-à-dire si la patrouille marine n'a pas d'objection. Hutchins sourit en fait. Je pense que c'est une excellente idée. Wade connaît ces eaux mieux que nos bateaux de patrouille. Si quelqu'un peut vous aider à comprendre ce qui aurait pu se passer là-bas, c'est lui. Ils convinrent de se retrouver à 7 heures le lendemain matin. Corbin n'accepta aucun paiement, insistant que c'était le moins qu'il puisse faire pour un autre père. Alors que Grant retournait vers le véhicule de Hutchins, il ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Enfin, quelqu'un qui connaissait réellement la zone où Kira avait disparu. « Bon gars, Wade », dit Hutchins alors qu'il s'éloignait. « Il nous a aidés quelquefois au fil des ans. Il connaît des choses sur ces eaux qui ne sont sur aucune carte. Il semble très compétent, convainc Grant, regardant la marina s'éloigner dans le rétroviseur. Oh, il l'est. Si votre fille a eu des ennuis là-bas, Wade connaîtrait les scénarios probables. Modèle météorologique, flux de courant, endroit dangereux où quelqu'un pourrait avoir des ennuis. » Hutchins s'arrêta à un panneau d'arrêt. Avertissement équitable, cependant. Après 1 an, il pourrait trouver des choses auxquelles vous n'êtes pas préparé. La mâchoire de Grant se serre à. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. Quoi que ce soit. Hutchins hocha lentement la tête. Je comprends, juste. Préparez-vous. Le golf ne rend généralement pas ce qu'il prend. Le fait que le téléphone ait refait surface est inhabituel. Ils roulèrent le reste du chemin en silence. Grant fixa la prairie infinie de Sur, pensant à la recherche de demain avec le capitaine Corbin. L'homme avait semblé sincèrement compatissant et sa connaissance des eaux était évidemment étendue. Pour la première fois depuis des mois, Grant avait l'impression de faire de vrais progrès. Il pensa à appeler son ex-femme au Colorado, mais décida de ne pas le faire. Elle était passée à autre chose, s'était remariée, avait essayé d'oublier. Les séances de thérapie hebdomadaires l'avaient aidé à trouver une fermeture, avait-elle dit. Mais Grant ne pouvait pas lâcher prise,
pas sans réponse. Alors que Hutchins le déposait à sa voiture, au bureau du shérif, l'officier lui tendit une carte de visite. « Mon portable personnel est dessus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si Wade trouve quelque chose de main, appelez-moi directement. Je m'assurerai que les bonnes personnes le sachent. » Grant le remercia et rentra chez lui pour se préparer pour la recherche de demain. Il aurait besoin d'eau, de crème solaire, peut-être de quelques sandwichs. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il faisait ses bagages. Se souvenant comment Kira avait l'habitude de le taquiner sur sa surpréparation pour leur sortie de pêche. « Papa, on sort pour 3 heures, pas 3 jours. » riait-elle, le regardant remplir des glacières de provisions. Demain, il serait sur les mêmes eaux où elle avait disparu, avec un capitaine qui connaissait chaque canal et courant. Peut-être enfin, il trouverait une trace de ce qui était arrivé à sa fille dans ce labyrinthe reculé de mangroves et d'eau sombre. Grant arriva à la marina Chokolosky à 6h45, l'air du matin épais d'humidité. Wade Corbin était déjà sur son bateau, vérifiant l'équipement. Le second champ, c'était une console centrale de 28 pieds, construite pour un travail sérieux en haute mer avec des hors-bords jumeaux et un solide T-top. « Bonjour, Monsieur Westphal » appela Corbin. « Belle journée pour une recherche. Mer calme, bonne visibilité. » Grant monta à bord, notant l'installation professionnelle, plusieurs porte-camps, de grandes boîtes à poissons et une gamme impressionnante d'électronique. Alors qu'il rangeait son sac à dos, son pied s'accrocha sur une plaque de pont qui semblait lâche. En regardant vers le bas, il remarqua plusieurs plaques qui semblaient être des trappes d'une certaine sorte. « Attention, où vous marchez » dit rapidement Corbin. « J'ai des compartiments de rangement partout dans le pont. Ça aide avec la répartition du poids quand vous êtes déchargé de poissons. » Grant hocha la tête, mais quelque chose à propos des compartiments semblait étrange. Ils étaient de plus grands que le stockage typique de poissons, et ils comptaient au moins 6 trappes séparées. Le bateau avait aussi une quantité inhabituelle de capacité de carburant. Il pouvait voir plusieurs jauges de carburant sur la console. « C'est beaucoup de réservoirs de carburant », commenta Grant, alors que Corbin démarrait les moteurs. « J'en ai besoin pour les longues courses », expliqua facilement Corbin. « Parfois, je suis de ordre pendant 12-14 heures. Je ne peux pas risquer de tomber en panne sèche à 20 miles du rivage. » Il fit un geste vers une glacière. « J'ai pris des bouteilles d'eau pour nous. Il va faire chaud là-bas. » Ils sortirent de la marina au ralenti, passant devant des pêcheurs matinaux préparant leur équipement. Une fois hors de la zone sans sillage, Corbin poussa les manettes des gaz vers l'avant et le bateau se souleva sur l'eau. Grant tenait l'impression avec les coordonnées GPS, regardant leur progression sur le traceur de carte de Corbin. « Alors, parlez-moi de votre fille, » dit Corbin par-dessus le bruit du moteur. « Quel genre de vidéo faisait-elle » Grant se retrouva à se détendre légèrement, alors qu'il parlait de la chaîne de Kira. Sa passion pour montrer des endroits cachés de Floride, son nombre croissant d'abonnés, ses rêves d'en faire une carrière à temps plein. Corbin semblait sincèrement intéressé, posant des questions sur son équipement et ses techniques sombres de tournage. Il naviguait vers le sud pendant 30 minutes, les îles de mangrove devenant plus denses. Grant regardait le GPS, notant qu'ils approchaient des coordonnées du téléphone de Kira. Son pouce accélérera alors que Corbin commençait à ralentir le bateau. « D'accord, nous approchons de cette zone, » dit Corbin, étudiant ses instruments. « Mais je dois vous dire quelque chose, Monsieur Westphal. Cette section particulière, ce n'est pas un endroit où nous pouvons aller. » Grant sentit son estomac se nouer. « Que voulez-vous dire? » « Vous voyez ces marqueurs ?» Corbin pointa vers des poteaux distants. Toute cette zone était restreinte. La patrouille marine l'a désignée comme zone de protection des Lamentins il y a quelques mois. Aucun trafic de bateaux autorisé. Ils vous donneront une amende salée s'ils vous attrapent, c'est là-dedans.
Mais ma fille était là-dedans. Son GPS montrait « Je sais, je sais ». L'expression de Corbin était compatissante. Mais c'était il y a 1 an. Les réglementations changent. Écoutez, je peux nous rapprocher, travailler les bords. Les courants auront de toute façon tiré n'importe quoi hors de là. Grant voulait argumenter, mais Corbin tournait déjà le bateau. Il passait en les 2 heures suivantes à chercher le périmètre de ce que Corbin prétendait être la zone restreinte. Grant utilisait des jumelles pour scanner les bords des mangroves, tandis que Corbin indiquait les modèles de courant et les flux de marée. Vous voyez comment l'eau se déplace ici? Corbin indiqua les tourbillons tourbillonnants. Tout ce qui va dans l'eau dans ces canaux est tiré par ici. C'est probablement comme ça que le téléphone de votre fille s'est retrouvé dans le golfe. Vers midi, Corbin annonça qu'ils avaient au besoin de carburant. Il y a un quai à environ 15 minutes d'ici. Nous pouvons aussi prendre le déjeuner si vous voulez. Le quai de carburant était attaché à une petite marina, que Grant n'avait pas vue auparavant. Pendant que Corbin faisait le plein, Grant remarqua qu'il avait à peine utilisé 1/4 de son carburant. Malgré des heures de navigation, Grant se promenait dans le petit magasin pour une boisson froide. Quand il ressortit, il vit Corbin à son camion, chargeant des fournitures sur le bateau. Parmi les boîtes de bouteilles d'eau et de glace, Grant vit distinctement des paquets de produits d'hygiène féminine, plusieurs boîtes de tampons et de serviettes. « Je fais des stocks », dit Corbin, remarquant l'attention de Grant. « Je garde une trousse de premiers soins complète à bord. » Vous seriez surpris de ce dont les gens ont besoin lors des charters. Les femmes apprécient particulièrement d'avoir ces fournitures disponibles. J'ai eu une dame le mois dernier qui s'est mal coupé la jambe sur un hameçon. Ces serviettes font d'excellents bandages en cas de besoin. C'était une explication raisonnable, mais quelque chose à ce sujet semblait répété. Grant aida à charger les fournitures, son malaise grandissant. Qui achetait autant de produits féminins pour un bateau de pêche? Alors que Corbin entrait pour payer le carburant, Grant engagea une conversation avec un travailleur du quai qui arrosait la jetée. « Vous connaissez bien le capitaine Corbin ?» demanda Grant avec désinvolture. Le jeune homme jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Wade? Ouais, il est ici assez régulièrement. Il semble être un bon capitaine. Je pense à réserver un charter avec lui. » L'expression du travailleur changea légèrement. « Il est? Ouais, il connaît bien les eaux. » Il baissa la voix. « Juste pour que vous sachiez, il a des amis, des gars de la patrouille marine. Ils veillent sur lui si vous voyez ce que je veux dire. Son bateau n'est jamais inspecté, jamais arrêté. » Avant que Grant puisse demander plus, Corbin émergea du magasin. Le travailleur du quai s'occupe rapidement de son tuyau, évitant le contact visuel. Sur le trajet de retour à Chokoloskee, l'esprit de Grant bouillonnait. Des compartiments cachés qui semblaient de trop grands pour les poissons. Capacité de carburant excessive. Produits d'hygiène féminine en vrac. Des amis dans la patrouille marine qui s'assuraient que son bateau n'était jamais inspecté. Chaque détail en soi pouvait être expliqué. Mais ensemble, ils peignaient un tableau troublant. « Vous êtes silencieux », observa Corbin alors qu'ils entrèrent dans la marina. « Je pense juste à ma fille », dit Grant, ce qui était partiellement vrai. « Je comprends. Écoutez, j'aurais aimé que nous puissions entrer dans cette zone restreinte, mais je ne peux pas risquer ma licence de capitaine. Vous comprenez, n'est-ce pas? » « Bien sûr, mentit Grant. Alors qu'ils amarraient au quai, Corbin aida Grant à rassembler ses affaires. « J'espère que cela vous a au moins apporté une certaine fermeture, comprendre comment fonctionnent les courants, comment son téléphone aurait pu voyager. Parfois, ne pas savoir être le pire. » Grant le remercia pour le voyage, son esprit déjà en train de courir. Cette histoire de zone restreinte semblait fausse. Il n'avait vu aucun panneau, aucun marqueur indiquant une zone de Lamentin. Et la réticence de Corbin à entrer aux coordonnées exactes où Kira avait filmé semblait trop pratique. En marchant vers sa voiture, Grant prit une décision.
Il aurait un petit bateau de main peut-être d'une marina différente. Dire qu'il était un touriste voulant explorer. Il avait besoin de voir cet emplacement GPS par lui-même, restreint ou non. Son téléphone vibra avec un texto de l'officier Hutchins. Comment s'est passée la recherche? De la chance. Grant hésita avant de répondre. Pas de chance. Le capitaine Corbin a été très utile cependant. Merci pour la recommandation. Il ne mentionna pas ses soupçons. Pas encore. Mais en rentrant chez lui, Grant ne pouvait pas se défaire du sentiment que la serviabilité de Corbin cachait quelque chose d'autre. L'homme connaissait ses eaux intimement, y compris peut-être les endroits parfaits pour faire disparaître quelqu'un. Grant dormit à peine cette nuit-là, son esprit repassant chaque détail du voyage en bateau. À 5 heures du matin, il avait pris sa décision. Il conduisit jusqu'à la marina Goodland, assez loin de Chocolosquiette pour ne pas croiser Corbin ou ses associés. « Bonjour, salua-t-il, le commis du bureau de location avec une désinvolture forcée. Je visite de l'Ohio. J'espère faire un peu de tourisme dans les mangroves. Peut-être un peu de pêche. » Le commis, un retraité nommé Karl, leva à peine les yeux de son journal. « Vous savez comment manœuvrer un bateau? »« Oui, monsieur. J'avais un bateau de basse chez moi pendant des années. » 20 minutes plus tard, Grant naviguait sur un skive de 17 pieds à travers les eaux calmes du matin. Il avait programmé les coordonnées GPS dans son téléphone, l'utilisant pour le guider plus profondément dans le labyrinthe de canaux de mangroves. Le petit moteur du bateau de location semblait bruyant dans le calme de l'aube. Alors qu'il serpentait à travers des passages de plus en plus étroits, Grant comprit pourquoi il l'appelait le labyrinthe. Chaque virage avait l'air identique, des murs de racines de mangroves tordues s'élevant de l'eau sombre. Sans GPS, il serait désespérément perdu en quelques minutes. Les coordonnées le menèrent dans un canal particulièrement reculé, à peine assez large pour que 2 bateaux se croisent. Grant coupa le moteur, laissant l'élan le porter en avant. C'est alors qu'il l'entendit. Le grandement sourd moteur disait-elle quelque part devant. Il attrapa une racine de mangrove pour arrêter sa dérive et écouta. Certainement des bateaux, plus d'un, leur moteur au ralenti. Grant attacha à une branche et grimpa prudemment sur les racines de mangrove, ses chaussures de bateau glissant sur l'écorce mouillée. Il se frayait un chemin à travers l'enchevêtrement, suivant le son. À travers une brèche dans le feuillage, il les vit. 3 bateaux amarrés ensemble dans une petite baie naturelle. L'un était le second chance de Corbin, mais il y avait aussi un autre navire que Grant n'avait pas vu auparavant. Un mako de 25 pieds avec une coque bleue. Le 3e bateau fit retenir le souffle de Grant. Un navire de la patrouille marine avec des marquages officiels. Wade Corbin se tenait sur le pont du bateau de patrouille, parlant avec les officiers Hutchins et Navarro. Grant reconnut Navarro de la station de la patrouille marine, un homme trapu avec une épaisse moustache. Ils transférèrent des fournitures du mako au bateau de Corbin, des boîtes lourdes qui nécessitaient 2 hommes pour les soulever. Grant sortit son téléphone, le mettant en silencieux, avant d'activer la caméra. Il zooma autant que possible, essayant de capturer les visages et les numéros d'immatriculation des bateaux. Les hommes semblaient détendus, clairement familiers avec cette routine. La prochaine cargaison de Cuba devrait être jeudi soir, disait Hutchins, sa voix portant sur l'eau, même point de ramassage. Le temps semble bon, répondit Corbin. Combien cette fois? 12, peut-être 15. Des familles tannant principalement, enfants inclus. Les mains de Grant tremblaient, alors qu'il enregistrait. Trafic d'êtres humains. Il parlait de faire passer clandestinement des gens. Navarro cracha dans l'eau. Ça devient risqué avec toute la pression fédérale ces derniers temps. La sécurité intérieure a reniflé autour des quais. C'est pour ça qu'on vous paie 30%, les gars, dit Corbin avec un sourire froid.
pour les faire renifler ailleurs. En parlant de chaleur, dit Navarro, jetant un coup d'œil à Hutchins, qu'en est-il de cette autre situation de l'année dernière? Peut-être qu'il est temps de nettoyer la maison. Non, la voix de Corbin devint tranchante. C'est mon appel, pas le vôtre. Les mains de Grant tremblaient alors qu'il continuait à enregistrer. Quelle situation de l'année dernière, à peu près au moment où Kira a disparu? Tabitha va nous faire tous enfermer, marmonna Hutchins. Aurait dû s'en occuper correctement dès le départ. Le golf ne pose pas de questions. On a déjà discuté de ça, dit Corbin. Un mauvais mouvement aurait fait descendre toutes les agences fédérales ici. L'arrangement actuel fonctionne. Est-ce que c'est le cas? Son vieux père fouine partout. Ce téléphone qui refait surface, Navarro cracha dans l'eau. Il ne trouvera rien. Je lui ai montré tout sauf ce qui compte. Il a gobé l'histoire de la zone restreinte. Le ton de Corbin portait une satisfaction sombre. Certaines choses valent le risque. L'installation est assez sûre. Grant se força à continuer à enregistrer, malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Ils avaient Kira. L'avait-il gardé pendant 1 an? Le téléphone dans le piège à crabe, était-ce un accident? Ou avait-elle réussi d'une manière ou d'une autre à le mettre dans l'eau? Nous devrions faire passer le prochain groupe par l'installation jeudi soir après le ramassage, dit Hutchins. La route 41 devrait être dégagée à minuit. D'accord, j'aurai la section de l'entrepôt prête. Corbin commença à détacher les bateaux. Même protocole que toujours. Pas de lumière visible de la route. Et je m'occuperai de l'autre, à faire alors aussi. Grant en avait assez entendu. Il commença à reculer prudemment, mais son pied glissa sur de la mousse humide. Une branche craqua bruyamment sous son poids. C'était quoi ça? La main de Navarro se déplaça vers son arme de service. Probablement un raton laveur, dit Corbin, mais il scrutait les mangroves. Beaucoup d'animaux sauvages ici. Grant se figea, se pressant contre un tronc épais. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'il pouvait l'entendre. Après une éternité, il entendit des moteurs démarrer. « Je vais vérifier, » dit Hutchins. « Vous deux, partez. On ne veut pas rester groupés ici trop longtemps. » Grant attendit que les bruits de moteurs s'estompent dans différentes directions avant de retourner furtivement à son bateau. Ses mains tremblaient alors qu'il détachait la ligne. L'usine de transformation abandonnait au large de la route 41. Jeudi soir, sa fiancée était là, avait été là tout le temps. Il démarrera le moteur et retourna vers Goodland, se forçant à maintenir une vitesse normale. Son esprit s'emballait avec les implications. Cette autre situation de l'année dernière, il cachait des quelque chose liés au moment où Kira a disparu. L'installation sur la route 41. Jeudi soir, quoiqu'il protégeait, Corbin semblait personnellement investi. La façon dont il avait dit certaines choses valent, c'est le risque. Faisait frissonner la peau de Grant. L'opération de trafic expliquait tout. Les compartiments cachés, le carburant supplémentaire pour les longues courses vers Cuba, la protection de la patrouille marine. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de l'année dernière que Corbin refusait de nettoyer, malgré les préoccupations de ses partenaires. Quelque chose dans cette installation qui était assez important pour risquer toute leur opération. Grant vérifia son téléphone. La vidéo était là, tremblante, mais assez claire. Visage, voix, numéro de bateau, preuve de trafic d'êtres humains. Mais aussi des indices de quelque chose de plus. Quelque chose lié au moment où Kira a disparu. En entrant dans la marina Goodland, Grant prit une décision. Il avait de la famille à Miami. Son beau-frère Blake était un agent de la DEA. Autorité fédérale, en dehors du réseau local, il faudrait du temps pour mobiliser les ressources fédérales. Mais au moins Blake pouvait être digne de confiance. Mais jeudi n'était que dans 3 jours. S'il prévoyait de s'occuper de l'autre affaire,
Alors s'ils allèrent se nettoyer, quel que soit le problème qu'ils avaient laissé de l'année dernière, ils pourraient perdre toute chance de découvrir ce qui était vraiment arrivé à Kira. Grant attacha le bateau de location, son esprit déjà en train de planifier. Il savait où se trouvaient les anciennes usines de transformation de poissons le long de la route 41, des complexes abandonnés de l'époque où l'industrie de la pêche commerciale était plus importante. Il les repérerait soigneusement, trouverait laquelle ils utilisaient, découvrir ce qu'ils cachèrent de l'année dernière. Le mouvement intelligent était d'attendre Blake et le soutien fédéral. Mais intelligent n'était pas ce qui obtenait des résultats. Intelligent était ce qu'il avait laissé sans réponse pendant 1 an, alors qu'il avait fait confiance aux autorités et suivi les canaux appropriés. Grant ne ferait plus cette erreur. Grant passait l'après-midi à rechercher la route 41, utilisant des images satellites et d'anciens annuaires d'entreprises. Le Tamiami Trail avait plusieurs installations de transformation de poissons abandonnées des années 70 et 80 quand la pêche commerciale était en plein essor. La plupart étaient démolies, mais 3 structures restaient debout à l'est du parc d'État Collier-Seminole. Il conduisit en fin d'après-midi, prenant note de chaque emplacement. Les 2 premières étaient visibles de la route. Des toits effondrés et des murs couverts de graffitis les rendaient peu probables comme cachettes, mais la 3e se trouvait à 1/4 de mile de l'autoroute, accessible par une route de service envahie par la végétation. Une chaîne rouillée bloquait l'entrée. Un panneau délavé, des fonces d'entrée, y était accroché. Grant se gara dans une aire de pique-nique au bord de la route et marcha à travers les sciures, s'approchant de l'installation par l'arrière. Le bâtiment était plus grand qu'il ne s'y attendait. Un étage de transformation principale avec un espace d'entrepôt tenant et plusieurs bâtiments annexes plus petits. Contrairement aux autres, celui-ci montrait des signes d'entretien. Le toit était intact, et il repéra des serrures plus récentes sur les portes. En faisant le tour du périmètre, Grant resta dans la lisière des arbres. À travers une fente dans les fenêtres barricadées, il aperçut de la lumière à l'intérieur, juste une faible lueur, mais définitivement artificielle. Son pouce accéléra. Ça devait être ça. Il trouva un point d'observation derrière un groupe de buissons de palmetto et s'installa pour observer. Alors que l'obscurité tombait, l'installation restait silencieuse. Pas de véhicule, pas de mouvement, mais cette lumière intérieure ne vacillait jamais. Quelqu'un entretenait cet endroit. Grant photographiait le bâtiment quand son téléphone vibra. Numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, il répondit. « Allô ?» Silence pendant un moment. Puis une respiration lourde. Une voix chuchotée, rauque et désespérée. « Papa ?» Son cœur s'arrêta. « Kira? Kira, c'est toi ?» Ils ont dit que tu cherchais. Sa voix se brisa dans un sanglot. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai essayé de... » La ligne fut coupée. Les mains de Grant tremblaient alors qu'il essayait de rappeler. Le numéro était déjà déconnecté. Il fixe à l'usine de transformation avec une nouvelle urgence. Elle était là-dedans. Sa fille était juste là, assez proche pour qu'elle ait d'une manière ou d'une autre accès à un téléphone. Il commença vers le bâtiment, mais s'arrêta. Charger seul serait du suicide. Il ne savait pas combien de personnes, et tête à l'intérieur, ne connaissait pas la disposition. Et cet appel, Kira avait-elle volé un téléphone ou l'avait-il laissé appeler? Était-ce un piège? Grant battit en retraite vers sa voiture et appela immédiatement Blake à Miami. « Grant, il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? »« Blake, je l'ai trouvé. Kira est vivante. Ils l'ont eue tout ce temps. » Les mots se déversèrent alors que Grant expliquait tout. La découverte du bateau, l'opération de trafic, l'appel téléphonique. « Putain de merde!
souffla Blake. Grande, écoute-moi, n'y va pas seul. Je peux avoir une équipe tactique là-bas demain matin. Jeudi soir, il la déplace. C'est demain. S'il la relocalise, je comprends. Mais si tu y vas, et que tu te fais tuer, tu ne peux pas l'aider. Envoie-moi tout ce que tu as, la vidéo, les coordonnées, tout. J'appellerai toutes les faveurs que j'ai. Nous mobiliserons une équipe. Grande accepta à contre-cœur et passa l'heure suivante à télécharger des preuves sur l'email sécurisé de Blake. Alors qu'il rentrait chez lui, vérifiant constamment ses rétroviseurs pour la surveillance, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'il reconnaissait, l'officier Hutchins. « Monsieur Westphal, désolé d'appeler si tard. Je voulais vérifier comment vous allez après la recherche avec le capitaine Corbin. » Grande serra le volant plus fort. « Je vais bien. Je traite juste tout. Bien, écoutez. Quelqu'un a signalé vous avoir vu près de la vieille autoroute ce soir. Il a dit que vous preniez des photos de bâtiments abandonnés. C'est vrai. » De la glace coula dans les veines de Grande. Il savait. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé qu'une promenade pourrait t'aider. Ces vieux bâtiments sont intéressants. Je suis architecte. Ah, ça a du sens. Le ton de Hutchins était amical, mais Grande entendit le tranchant en dessous. Soyez juste prudent là-bas. Beaucoup de zones dangereuses hors des sentiers battus. Camps de sans-abri, activités de drogue, on ne voudrait pas que vous soyez blessé en fouinant là où vous ne devriez pas. J'apprécie l'inquiétude. Aussi, à propos de cette zone restreinte que le capitaine Corbin a mentionnée, celle près de l'endroit où votre fille a disparu. Il s'avère que nous levons ces restrictions demain pour des travaux de maintenance. Si vous vouliez jeter un autre coup d'œil avec quelqu'un qui connaît les eaux, je serais heureux de vous escorter. Peut-être midi, l'esprit de Grande s'emballa. Une invitation ou un piège? C'est très généreux. Laissez-moi vérifier mon emploi du temps et je vous recontacterai. Bien sûr, mais monsieur Westphal, c'est peut-être votre seule chance de voir cet endroit exact. Après-demain, qui sait quand la zone sera à nouveau accessible? La menace était à peine voilée. Venez avec nous demain, ou perdez votre chance pour toujours. Grande réussit à garder sa voix stable. Je comprends. Je vous ferai savoir dès demain matin. Faites ça. Passez une bonne nuit, monsieur Westphal. Et rappelez-vous, ces eaux sont dangereuses. Les gens disparaissent ici tout le temps. Même les locaux expérimentés parfois disparaissent. La ligne fut coupée. Les mains de Grande tremblaient alors qu'il se garait dans son allée. Il savait qu'il se rapprochait. L'appel téléphonique de Kira aurait pu être leur façon de confirmer son investissement émotionnel, s'assurant qu'il agirait de manière prévisible. Il entra dans sa maison avec prudence, vérifiant chaque pièce. Rien de dérangé. Mais il ne pouvait pas se défaire du sentiment d'être observé. À son ordinateur, il vit que Blake avait répondu. Équipe en cours d'assemblage était à 8 heures, ne pas engager avant notre arrivée. C'est un ordre. 8 heures du matin, mais Hutchins le voulait à midi, et il déplaçait les opérations jeudi soir. Le calendrier se resserrait comme un eau coulant. Grande arpente à son salon, la voix de Kira résonnant dans son esprit. Je suis désolé, je suis tellement désolé. De quoi avait-elle à s'excuser? Qu'est-ce qu'il l'avait obligée à faire? Il regarda l'horloge, 2 heures du matin, 6 heures jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Blake. Il pouvait attendre, devrait attendre. C'était le jeu intelligent. Mais ensuite, il pensait à Kira dans cette installation, sachant que son père la cherchait. La punirait-il pour cet appel téléphonique? Corbin lui rendrait-il visite ce soir, en colère contre l'examen accru? Grande allait à son placard et sortit son vieux couteau de chasse, celui que son père lui avait donné il y a des décennies. Il n'avait jamais été un homme violent, n'avait jamais été dans un vrai combat. Mais pour Kira, il deviendrait ce qu'il devait être. 6 heures.
il donnerait à Blake 6 heures. Mais si quelque chose se passait avant, s'il les voyait la déplacer, s'il l'entend écrier, tous les paris étaient annulés. Il s'assit près de la fenêtre, regardant la rue, le couteau lourd sur ses genoux. Quelque part là-bas, des hommes faisaient des plans pour déplacer sa fille, pour la faire disparaître pour toujours. Pas s'ils pouvaient l'aider. Plus jamais. Grant regarda l'horloge, rampée vers 6 heures du matin. Chaque minute, une éternité. Blake avait envoyé des mises à jour tout au long de la nuit. Équipe assemblée, équipement chargé, en route de Miami, plus que 2 heures. Puis son téléphone vibra, un message multimédia d'un numéro inconnu. L'image qui se charge a figelé son sang. Kyra, photographiée dans ce qui ressemblait à une pièce en béton. Son visage était émacié, ses cheveux emmêlés, des ecchymoses visibles sur ses bras. Des ecchymoses fraîches. La main de quelqu'un agrippait son épaule, la forçant à regarder la caméra. Ses yeux étaient ce grand de terreur. Le texte d'accompagnement disait « Chaque heure que vous retardez lui coûte. Venez seul maintenant, ou nous la relocalisons. » Grant était dans sa voiture avant que la pensée rationnelle puisse l'arrêter. 2 heures, c'était trop long. Il la blessait à cause de son enquête. Chaque seconde qu'il attendait signifiait plus de douleur pour sa fille. Il conduisit vers l'usine de transformation, appelant le numéro de Blake direct sur la messagerie vocale. Grant laissa un message frénétique avec l'emplacement, puis jeta le téléphone de côté. Il ne pouvait pas attendre. La route de service vers l'installation n'était pas gardée. Grant se gara derrière un bosquet de poivriers brésiliens et s'approcha à pied. L'aube se levait, projetant de longues ombres sur le parking en ruine. Aucun véhicule visible, mais des traces de pneus fraîches marquèrent la terre. Il fit le tour jusqu'à un quai de chargement où une porte métallique était légèrement entr'ouverte. Son cœur battait la chamade, alors qu'il se glissait à l'intérieur. L'air, empestait la moisissure et quelque chose de pire, les déchets humains et la peur. Le sol de transformation principal était une vaste caverne de machines rouillées et de béton. Des cloisons de fortune avaient été érigées, créant des espaces plus petits. Grant entendit des voix quelque part plus profondément dans le bâtiment et se dirigea vers elle, couteau en main. À travers une porte, il aperçut la section entrepôt. Des matelas abordaient les sols. Des chaînes et des entraves étaient déboulonnées aux piliers de soutien. Ce n'était pas seulement une station de passage, c'était une installation de détention. Combien de personnes avait-il gardé ici? Un son le fit se retourner. Des pleurs doux derrière une porte en acier marqué. Stockage réfrigéré. Grant essaya la poignée, verrouillée, mais les pleurs devinrent plus forts. « Kyra » chuchota-t-il. Les pleurs s'arrêtèrent, puis, à peine audibles, « Papa !» Les mains de Grant tremblaient, alors qu'il examinait la serrure, un cadenas lourd trop solide pour son couteau. Il regarda frénétiquement autour de lui pour quelque chose pour le casser. Eh bien, pile à l'heure. Grant pivota pour trouver Wade Corbin debout, à 10 pieds de distance, un pistolet décontracté dans sa main. Le capitaine avait l'air fraîchement douché et calme, comme si c'était juste un autre matin au bureau. J'avais fait un pari avec Troy sur le fait que vous attendriez du renfort ou que vous fonceriez. J'ai gagné. Corbin sourit froidement. Les pères sont si prévisibles. Laissez-la partir, dit Grant, serrant son couteau plus fort. Le FBI, c'est tout. Ils sont en route. Le sont-ils? Alors je suppose qu'on ferait mieux de se dépêcher. Corbin fit un geste avec le pistolet. Lâchez le couteau, bottez-le ici. Grant hésita, puis s'exécuta. La lame cliqueta sur le béton. Le téléphone de Kyra, qui refait surface, était malheureux. Continuait à Corbin sur le ton de la conversation. Elle a réussi à le cacher pendant 3 jours, après qu'on l'ait attrapé. Petite sournoise.
Je pensais qu'elle l'avait laissé tomber dans l'eau pendant notre désaccord initial. Imaginez ma surprise quand Earl l'a trouvée dans son piège. Monstre, c'est juste une jeune femme. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. A pointé cette caméra à droit sur nous pendant un transfert. 50 000 $ de marchandises qu'elle a failli me coûter. L'expression de Corbin s'assombrit. Mais j'admets, la garder était personnelle. Votre fille a du caractère, se bat à chaque fois. Grande se jeta en avant, mais Corbin leva le pistolet. Ah, vous voulez la revoir? Restez en place. Des pas résonnèrent, alors que Hutchins et Navarro entrèrent par une autre porte. Les deux étaient en uniforme, armes de service dégainées. Vous avez pris votre temps, dit Corbin. Il fallait s'assurer qu'il était venu seul, répondit Hutchins. Il regarda Grant avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Vous auriez dû accepter mon offre de midi. Ça aurait été plus propre. Assez de bavardage, dit Navarro. Nous devons les déplacer tous les deux. Le bateau est prêt au quai auxiliaire. Tous les deux, l'estomac de Grant se noie. On ne peut pas laisser de témoins, dit Corbin. Ne vous inquiétez pas, vous serez avec votre fille. Brèverez union avant que le golfe ne vous réclame tous les deux. Accident de bateau tragique. Père désespéré de trouver sa fille disparue, prend des risques, se noie dans la tempête. Il n'y a pas de tempête, dit désespérément Grant. Il y en aura une ce soir. Dépression tropicale en formation, couverture parfaite. Hutchins sortit des attaches de zip. Les mains derrière le dos ne rendaient même pas ça plus difficile. Grant n'avait pas le choix. Alors que Hutchins sécurisait ses poignets, Navarro déverrouillait la porte du réfrigérateur. L'odeur qui s'en dégagea fit vomir Grant. Des chaises humains, infection, désespoir. « Sortez-la », ordonna Corbin. Navarro disparut à l'intérieur, revenant avec une silhouette qui ressemblait à peine à un être humain. Grant ne reconnut presque pas sa fille. Kira avait perdu peut-être 40 livres. Ses vêtements étaient des haillons sales, des plaies infectées couvraient de ses bras et ses jambes. Elle pouvait à peine se tenir debout, s'appuyant lourdement sur Navarro. Mais ses yeux, quand elle vit Grant, ils se remplirent en un mélange d'espoir et d'angoisse. « Je suis désolée, papa, » chuchota-t-elle. « J'ai essayé d'être prudente. Je ne voulais pas qu'il me voie infilmer. Ce n'est pas ta faute, bébé. Rien de tout ça n'est ta faute. » Touchant, dit Corbin. « Emmenez-les au bateau. Nous les emmènerons au-delà du plateau. Les lesterons correctement cette fois. » Ils furent au conduit à travers la section entrepôt. Grant compta au moins 20 matelas, certains avec des effets personnels encore éparpillés autour. Une poupée d'enfant, des vêtements de femme. Ces hommes avaient détruit tant de vies. « Combien ?» demanda Grant. « Combien de personnes avez-vous fait passer clandestinement ici? »« Est-ce que ça importe ?» dit Hutchins. « Offre et demande. Les gens paient 30 000 pour venir ici de Cuba. Nous fournissons le service. D'habitude, ça se passe bien. Jusqu'à ce que les blogueurs mettent leur nez là où ils ne devraient pas, ajoute Navarro. Ils atteignirent un quai caché où un bateau rapide attendait, construit pour la vitesse et la furtivité. Alors qu'il forçait à de grands abords, il repéra quelque chose qui lui donna de l'espoir. Son téléphone, oublié dans sa poche, enregistrait toujours. La vidéo dont Blake avait besoin, mais l'espoir mourut quand Hutchins remarqua le renflement. Vérifiez ses poches. Navarro trouva le téléphone et le brandit. Il enregistrait. Jésus, Wade, il aurait pu transmettre. « Détendez-vous, » dit Corbin, prenant l'appareil. « Pas de signal ici. Nous nous en débarrasserons avec eux. » Ils poussèrent de Grant dans la petite cabine du bateau, où Kira était déjà recroquevillée. Elle se pressa immédiatement contre lui, tremblant. « Je suis là. Je suis chute à Grande. Je suis là maintenant.
À travers la fenêtre de la cabine, il regarda Corbin démarrer les moteurs. Hutchins et Navarro larguèrent dans les amarres. En quelques minutes, ils seraient en eau libre. Pas de témoins, pas de preuves, juste une autre tragédie dans le Golfe. Grant testa ses attaches zip, mais elles étaient de qualité policière, impossibles à casser. À côté de lui, la respiration de Kira était laborieuse, ralentant dans sa poitrine. 1 an de captivité avait brisé son corps, mais alors qu'elle le regardait, il vit la combattante toujours là. « Papa, je suis chute-à-telle. Les autres filles, il y en a d'autres. Je sais, bébé, je sais. » Le bateau fit une embardée, alors que Corbin poussait les moteurs. Il partait. Le dernier espoir de Grant, l'équipe de Blake, était encore à au moins 1 heure. D'ici là, lui et Kira seraient des résidents du fond de l'océan, laissés dans les profondeurs où même les crabes ne les trouveraient pas. Le bateau rapide fendait la houle du matin alors qu'il se dirigeait vers l'eau libre. Grant pouvait sentir la profondeur changer sous eux, le plateau continental tombant dans le golfe profond. À travers la fenêtre, embuée de celle de la cabine, il regarda Corbin à la barre, Hutchins à côté de lui, étudiant un GPS. Encore 10 minutes jusqu'à la zone de largage. Appelot Hutchins par-dessus le bruit du moteur. Navarro apparut dans l'embrasure de la cabine, vérifiant ses prisonniers. Grant remarqua que l'étui de l'officier était ouvert, la main reposant sur son arme de service. Ces hommes avaient dit fait ça avant. Ils connaissaient que la routine. À côté de lui, la respiration de Kira devenait plus laborieuse. Elle s'appuya contre son épaule, et il pouvait sentir la fièvre irradiant de sa peau. Quelles que soient les infections qu'elle avait développées dans cet enfer, elle gagnait. « Reste avec moi, bébé, » chuchota Grant. « J'ai essayé de m'échapper, » dit-elle faiblement. Tant de fois. Mais il m'attrapait toujours les chaînes, la pièce. Elle frissonna. Wade venait tous les quelques jours, disait que j'étais sa récompense pour les risques qu'il prenait. La rage de Grant brûlait d'un blanc ardent, mais il la força à se calmer. La colère ne les sauverait pas. Il devait réfléchir. Le bateau commença à ralentir. À travers la fenêtre, Grant ne vit que l'océan vide dans toutes les directions. Endroit parfait pour que des corps disparaissent. « D'accord, sortez-les », commanda Corbin. Navarro tira Grant sur ses pieds, puis attrapa Kira brutalement. Elle cria de douleur, et Grant bougea instinctivement pour la protéger, malgré ses mains liées. « Laissez-la tranquille, elle peut à peine se tenir debout. » Navarro le gifla avec des involtures. « Ferme-la. » Ils furent efforcés sur le pont, où Corbin avait déjà préparé 2 longueurs de chaîne lourdes. Hutchins attachait des blocs de béton aux extrémités, le genre utilisé pour les marqueurs d'amarrage. Professionnel, efficace. « Des derniers mots, » demanda Corbin moqueusement. « Vous voulez vous dire que vous vous aimez? Faire la paix avec Dieu? » Grant regarda sa fille, mémorisant son visage. Même brisée et brutalisée, elle était toujours sa petite fille. « Je t'aime, Kira. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Jamais. Je sais, papa, je t'aime. » Le son des pales de rotor coupa l'air du matin. Tout le monde leva les yeux pour voir un hélicoptère s'approcher rapidement et bas. Pas orange de la garde côtière, noir fédéral. Merde. Hutchins attrapa sa radio. « Qui diable? Agents fédéraux, arrêtez votre navire immédiatement. » La voix amplifiée retentit depuis l'aéronêtre. Corbin poussa les manettes des gaz vers l'avant. Le bateau fit une embardée violente, envoyant Grant et Kira dégringoler sur le pont. Navarro dégaina son arme visant l'hélicoptère. « Tu es fou !» cria Hutchins. « C'est fédéral. »« On est déjà foutu !» hurla Corbin en retour. 3 flics déplaçant des réfugiés. On regarde la perpétuité. L'hélicoptère vira brusquement alors que Navarro tirait.
Grant vit sa chance. Avec ses mains liées derrière lui, il se lança sur les jambes de Navarro. Il tombera durement, larmes glissant sur le pont. « Papa !» Le cri de Kira aperça à travers tout. Grant roula pour voir Corbin la traîner vers la poupe, un bras autour de sa gorge. Il avait le bloc de béton dans son autre main. « Reculez, ou elle passe par-dessus bord !» Cria Corbin l'hélicoptère. D'autres bateaux apparurent à l'horizon. Des navires de réponse fédéraux convergent de plusieurs directions. Le piège que Blake avait promis se refermait. Hutchins fit un calcul et laissa tomber son arme, les mains levées. « Je me rends, je témoignerai. » « Putain de lâche !» Navarro lutte pour se relever, plongeant pour son arme. Grant donna des coups de pied désespérément, attrapant Navarro dans les côtes. Le flic corrompu trébuchant et continua à bouger, juste au moment où ses doigts touchèrent de l'arme. Une balle de sniper depuis l'hélicoptère l'attrapa en plein centre. Il s'effondra instantanément. « Arrêtez le bateau !» commanda la voix amplifiée. « Vous êtes encerclés !» Corbin regarda sauvagement entre les navires qui approchaient et Kira dans sa prise. Grant vit la décision dans ses yeux. S'il tombait, il l'emmènerait avec lui. Non. Grant se remit sur ses pieds en titubant. Corbin poussa Kira vers le rail de poupe. Le bloc de béton passait en premier, sa chaîne se déroulant rapidement. En quelques secondes, il la tirerait sous l'eau. Grant ne réfléchit pas. Il bougea juste. Les mains toujours liées, il percua Corbin de toute sa force désespérée. Ils heurtèrent le pont durement, roulant vers le bord. La chaîne était presque tendue. Grant vit Kira essayer de résister, mais elle était trop faible. Le poil entraînerait en quelques secondes. Blake Torres descendit en rappel depuis l'hélicoptère sur le pont. Équipement tactique et fusil prêt. Son tir était précis. L'épaule de Corbin explosa en rouge. Le cri du capitaine fut coupé court lorsque la botte de Blake se connecta avec sa mâchoire. Un autre agent plongea pour Kira, l'attrapant juste au moment où la chaîne se tendait. Il sortit des coups de boulon, sectionnant les maillons d'un mouvement fluide. « Dégagez, suspects à terre, nous avons besoin de soins médicaux immédiatement. » Grant sentit des mains couper ses attaches nos zips. Il rampa vers Kira, la rassemblant dans ses bras, alors que des agents fédéraux envahissaient le bateau. Elle était consciente, mais s'évanouissait son corps cédant finalement à un an d'abus. « Médical 60 secondes », rapporta quelqu'un. Blake s'agenouilla à côté d'eux, son masque professionnel glissant pour montrer l'oncle en dessous. « Jésus grande, Kira, on t'a, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » L'installation dit Grande de manière urgente. « Il y a d'autres, des femmes et des enfants, déjà attaqués, » l'assura Blake. « Ta vidéo nous a tout donné. 12 réfugiés se couraient, tous vivants. Tout le réseau s'effondre. Un hélicoptère médical tenait au-dessus, se préparant à descendre un panier. Grant tenait Kira plus fort, sentant son rythme cardiaque contre sa poitrine. Faible, mais régulier, vivante. « Papa ?» Sa voix était à peine un murmure. « Je suis là, bébé. Je suis là. » Les cauchemars, il disait, en que personne ne cherchait plus. Je n'ai jamais arrêté, pas un seul jour. Hutchins était assis en détention fédérale, déballant déjà tout ce qu'il savait. Corbin se tordait sur le pont, alors que les médecins travaillaient tôt sur son épaule. Son règne de terreur enfin terminé. L'homme qui avait gardé la fille de Grant comme un jouet personnel ne la toucherait plus jamais. Alors que l'équipe médicale préparait Kira pour le transport, elle agrippa la main de Grant avec une force surprenante. « Ne me laisse pas !» supplia-t-elle, redevenant la petite fille qui avait peur du noir. « Plus jamais, promit Grant. Où tu vas, je vais. » Le panier de sauvetage les souleva ensemble vers l'hélicoptère médical. En dessous, le bateau rapide grouillait d'agents fédéraux.
Les équipes de preuve documentaient déjà tout. Au loin, d'autres hélicoptères convergèrent d'un vers le rivage. L'usine de transformation, la marina, chaque endroit de l'enquête désespérée de Grant, était attaqué simultanément. Blake avait mobilisé une armée. Alors qu'il s'élevait dans le ciel du matin, Grant baissa les yeux sur le bateau, où il avait failli tout perdre. Les chaînes et les blocs de béton destinés à lui et Kira gisaient abandonnés sur le pont, monument de ce qui avait failli être. Mais ils avaient su survécu. Contre toute attente, à travers 1 an d'enfer, sa fille avait tenu assez longtemps pour qu'il la trouve. Le cauchemar était terminé. La guérison pouvait enfin commencer. Les lumières de fluorescentes de l'USI de l'hôpital communautaire de Naples projetaient des ombres dures sur le visage de Kira. Grant n'avait pas quitté son chevet depuis 18 heures, regardant la montée et la descente régulière de sa poitrine. Des perfusions délivraient tas des antibiotiques pour les multiples infections ravageant son corps. La malnutrition avait volé 43 livres de son cadre. L'évaluation psychologique viendrait plus tard. Mais les dommages physiques, à eux seuls, étaient un stupéfiant. Blake Torres entra tranquillement. Son badge de la DEA accrochait à sa ceinture. Elle est stable? Pour l'instant, Grant ne détourna pas le regard de sa fille. Les médecins disent que ce sera une longue convalescence. Des mois, peut-être des années. Elle est assez forte, comme son vieux. Blake tira une chaise. Corbin parle. Confession complète depuis son lit d'hôpital. Il s'avère qu'il a plus peur des représailles du cartel cubain que de la prison fédérale. Dis-moi, l'opération déplaçait 15 à 20 réfugiés par voyage à 30 000 la tête. C'est 450 000 bruts, partagés entre Corbin, les 2 flics et leurs partenaires cubains. Ça durait depuis 3 ans. La mâchoire de Grant se serra. Et qui ira? Mauvais endroit, mauvais moment. Elle a spagaillé dans ce canal, juste au moment où il transférait un bateau plein de réfugiés. Avec sa caméra pointée droit sur eux, Corbin a vu la lumière rouge d'enregistrement. Il a percuté son kayak, l'a fait tomber dans l'eau. Pendant la lutte, son téléphone est tombé de sa poche, mais elle a réussi à l'attraper avant qu'il ne la maîtrise. La cachait dans ses vêtements. Le téléphone qui s'est retrouvé dans l'océan. Blake hocha la tête. Elle l'a gardé caché pendant 3 jours. Mais la batterie était déjà presque morte après avoir filmé toute la journée. Elle était morte en quelques heures après sa capture. Aucune chance d'appeler à l'aide. Elle a gardé le téléphone mort caché de toute façon, espérant que d'une manière ou d'une autre, il pourrait encore aider. Le 3e jour, quand il l'a déplacé, n'avait-il plus une pièce sûre? Elle savait que c'était maintenant ou jamais. A réussi à le jeter dans un canal de drainage derrière l'installation pendant le transfert. Espérant probablement que quelqu'un le trouverait éventuellement, retracerait les données GPS de ses dernières vidéos. Le canal se connectait à un ruisseau de marée. Le téléphone a été emporté en mer au fil des mois. Grant regarda enfin son beau-frère. Pure chance que Speicher l'ait trouvé. 1 sur 1 million, mais c'était suffisant. L'expression de Blake s'assombrit. Corbin a admis qu'il l'avait gardé pour des raisons personnelles. A dit que la tuer apporterait trop de chaleur fédérale, mais c'était juste son excuse. Le bâtard malade l'agressait régulièrement. Hutchins et Navarro savaient, mais détournèrent le regard parce que Corbin était la connexion cubaine. Un doux son du life y tournait les 2 hommes. Les yeux de Kira étaient ouverts, flous à cause des médicaments contre la douleur, mais conscients. « Papa », Grant prise doucement sa main. « Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. » Les autres, les femmes et les enfants, tous se couraient, l'assura Blake. Chacun d'entre eux, ils sont en sécurité maintenant. Des larmes coulèrent des yeux de Kira. J'ai essayé de les aider. J'ai partagé ma nourriture parfois, mais je ne pouvais pas.
Tu as survécu, dit fermement Grant. C'est ce qui compte. Tu as survécu assez longtemps pour que je te trouve. Le téléphone de Blake vibra. Il le vérifia et se leva. Le procureur fédéral est là. Corbin et Hutchins plaident de tous deux coupables en échange de témoignages sur les connexions cubaines. Ils regardent 25 ans à perpétuité. Ça aurait été la peine de mort si Navarro avait survécu. Il serre à l'épaule de Grant. Je m'occupe du côté légal, toi. Concentre-toi sur elle. Après le départ de Blake, Grant étudia le visage creux de sa fille. La blogueuse d'aventure vibrante était partie, remplacée par une survivante d'un traumatisme inimaginable. Mais elle était vivante. Tout le reste pouvait être reconstruit. « Je suis désolé d'avoir pris si longtemps », chuchota-t-il. Les doigts de Kira se resserrent, erdent faiblement autour des siens. « Tu m'as trouvé, c'est tout ce qui compte. Je ne te quitterai plus jamais. Quoi que tu aies besoin, combien de temps ça prend, nous traverserons ça ensemble. » Elle réussit le fantôme d'un sourire, le premier qu'il avait vu, ensemble. Grant s'installa dans sa chaise, leurs mains toujours liées. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil se couchait sur le golfe, peignant le ciel dans des nuances de rédemption. Quelque part là-bas, des agents fédéraux traitaient encore des preuves, construisant des dossiers assurant la justice. Mais dans cette pièce, un père et une fille commençaient le long voyage de retour.